On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. 10 000 questions, je me pose, il n'y a pas de réponse, il y a des jours j'avance, il y a des jours je renonce. Cette phrase a été prononcée par un rappeur célèbre et elle peut s'appliquer à tous à un moment donné de notre vie, qu'elle soit scolaire ou bien professionnelle, désorientée, un peu perdue, besoin de guides tels que une carte routière, un GPS, Google Maps ou Waze. On est parti voir des concerts d'orientation qui, pour certains, étaient des concerts de désorientation. Mais aujourd'hui, on reçoit une personne qui en a fait sa vocation, qui en a fait sa mission. Elle est animée par ce qu'elle fait et elle s'est approprié le concept de conseillère d'orientation. Aujourd'hui, l'hôte du jour, c'est Arlette Mayenga. Salut Audrey. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ravi de te recevoir ici. Aujourd'hui, je dirais que le décor que je veux poser, c'est l'orientation en 2023 quid. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît ? Alors, bonjour à tous qui nous suivez. Je suis Arlette Mayenga, conseillère, pas d'orientation, mais ça fait partie de mes missions. Je suis conseillère carrière et dans le cadre de mon parcours, j'ai accompagné et j'accompagne depuis 11 ans tous les publics avec un public bien ciblé qui est celui de la jeunesse, les jeunes, les étudiants et au-delà des publics jeunes, j'accompagne les publics également en reconversion professionnelle, donc les salariés en reconversion professionnelle ou les demandeurs d'emploi qui aspirent à changer de métier. Très bien, très bonne présentation, en tout cas c'est clair. On va revenir comme par habitude au commencement, aux prémices, l'entrée en matière. Comment ça t'est venu en fait cette idée de devenir conseiller en orientation ? Parce que c'est pas commun en fait. Alors comment ça m'est venu ? Ça m'a été imposé en fréquentant les jeunes. D'accord. En fréquentant les jeunes parce que quand j'étais étudiante, je travaillais. Et je travaillais en tant qu'assistante d'éducation dans un lycée à l'époque. Et il se trouve qu'au contact de ce public, en échangeant avec eux sur des sujets informels, l'un des sujets qui revenait tout le temps, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que tu te vois faire ? Et chaque fois que j'avais ces discussions-là avec les lycéens à l'époque, j'avais des réponses qui m'ont interpellée, en fait, interpellée que je ne comprenais pas. Comme l'une d'elles m'avait dit, moi, je veux juste avoir mon mec et travailler à Zara. Voilà. Donc, je suis restée choquée. Je me suis dit, mais comment, à 17 ans, une jeune fille française qui a grandi, vécu en France, peut juste avoir comme rêve, avoir son mec et travailler à Zara. Alors, j'ai pas de problème avec travailler à Zara, mais c'était plus, même dans la manière dont elle l'a dit et dans ce que j'ai ressenti, j'avais pour moi, en face de moi à cette époque-là, une jeunesse qui ne rêvait pas. Et ça m'a vraiment interpellée. J'en avais d'autres, je me rappelle, qui étaient venus me voir une fois pendant que je travaillais, en me demandant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je leur dis « je suis étudiante. » « Ah bon, mais comment ça ?» Je dis « dans la vie, j'étudie en fait à côté parce que j'aspire à faire autre chose. » Et donc ils m'ont demandé « mais tu fais quoi comme études ?» Et je leur ai dit « je suis en psychologie. » Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit « mais Arlette, tu sais que t'es noire ?» Je les ai regardés, je me suis regardée, je dis ouais, je suis au courant. Et donc, il me dit, tu ne trouveras jamais de travail avec ça. Et là, pareil, en fait. Je me suis dit, mais attends, mais comment... là, ils étaient au moins 4 ou 5 autour de moi. Je me suis dit, mais comment ils peuvent tous penser ça ? Comment ils peuvent avoir une pensée aussi limitée et être fatalistes, en fait ? Et donc, à partir de là, c'est vraiment
à leur contact que moi j'ai voulu creuser. J'ai voulu creuser parce que je me disais mais c'est pas possible. On peut pas avoir 17 ans. Pour le coup là c'était à Montrouge, c'était dans le 92 donc voilà. Ne pas avoir confiance en l'avenir, ne pas voir quelles sont les possibilités et se limiter soit parce qu'on est noir ou la jeune fille dont je parle elle était blanche donc voilà, se limiter et croire que c'est impossible, on ne peut pas rêver grand. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu et j'ai commencé à creuser le système. J'ai voulu comprendre mais pourquoi ils pensent comme ça. Pourquoi, pareil, ce que je constatais, c'était que ces lycéens-là étaient déjà au niveau de la terminale, donc ils passaient leur bac. Et par moment, ils me demandaient de les aider au niveau de des devoirs qu'ils avaient. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de lacunes dans la manière d'écrire, dans l'orthographe, etc. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment ils sont arrivés en terminale ? Et j'ai l'impression que le niveau, c'est un niveau primaire. Et donc là, moi, ça a vraiment commencé à susciter des questions. Donc, je me suis rapprochée du corps enseignant, des directeurs à l'époque. Et je commençais à les poser des questions. De demander, mais comment ça se fait ? Pourquoi, en fait, ils passent les classes avec ce niveau-là ? Et pareil, je parlais beaucoup avec les jeunes pour comprendre en fait leur état d'esprit. Et du coup, ça m'a même poussée à aller travailler dans un collège. Parce que je me suis dit, ça veut dire que si au lycée, ils pensent comme ça veut dire que c'est au niveau du collège qu'il y a le problème en fait. Et donc, j'ai été travailler dans un collège. Et là, pareil, je me suis rendu compte que le problème était beaucoup plus profond. Mais c'est vraiment à leur contact est née cette envie, cette mission d'aider les jeunes à mieux s'orienter, à faire des choix d'orientation choisis et pas subis. Très bien, orientation choisie et non subie. Très bien. Et donc justement, toi, tu faisais des études de psychologie comme tu l'as dit. Comment tu as switché justement des études de psy pour être psychologue justement à ce que tu fais, conseillère en orientation, reconversion, etc. Comment le basculement s'est fait pour toi ? Alors le basculement s'est fait alors qu'au moment où je devais choisir mon master en fait. Parce que quand je me suis inscrite en psycho, pour moi c'était très clair, je me dirigeais vers de la psychologie clinique et je me voyais psychologue clinicienne. Et on a eu l'opportunité d'un cours super à cette époque-là avec une prof qui nous a questionné sur notre motivation, sur pourquoi on fait de la psycho et pourquoi on choisit les métiers dans lesquels on veut s'engager et pourquoi on est en train de choisir les spécialités vers lesquelles nous sommes en train de nous destiner. Donc, il a fallu que je réponde à tous ces pourquoi. Et en fait, donc la première question de pourquoi on fait de la psycho, je me rappelle qu'on était une trentaine d'élèves dans la salle, c'était en TD. Et il fallait que chacun explique pourquoi il s'est orienté en psycho. Et il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est que sur 30, t'en avais 25 qui, dans ce qu'ils disaient, c'est qu'ils avaient choisi la psycho parce qu'ils avaient été suivis par un psy une fois et que ça leur a fait du bien. Donc, ça a été une petite gifle. Je me suis dit, qui n'est pas à sa place ? Et toi, c'était quoi ta raison à toi ? Je n'ai jamais été suivie par un psy, si c'est ça que tu veux savoir. Mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais ça veut dire que là, je suis dans un environnement de personnes qui vont aller conseiller d'autres personnes et ils ne sont pas en train d'y aller pour les bonnes raisons. Très bien. Voilà. Et donc du coup... moi, je savais que c'était la psychologie, effectivement. Sauf que quand elle demande donc pourquoi on a choisi la psycho, je sais dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a des qualités d'écoute, qui est toujours en train de conseiller, etc. Qui s'exprime bien aussi. Merci. Merci. Et donc, du coup, je savais pourquoi j'étais là dans la filière où j'étais. Mais par contre, là où j'ai bugué, c'est au niveau de la psychologie clinique. C'est-à-dire que quand j'ai fermé les yeux à ce moment-là, de me dire, OK, là, tu es en train de t'apprêter à choisir ta spécialité en clinique, je ne me voyais pas, en fait.
je me voyais pas en face de ce public-là. Je me voyais pas dans un hôpital. Je me voyais pas voilà, faire ce type d'accompagnement-là. Et donc, du coup, là, j'ai bugué. Je me suis dit, mince, ok, je sais que c'est la psycho, mais je suis pas en train de choisir la bonne spécialité. Et donc là, j'ai dû réfléchir à, ok, parmi toutes les spécialités qui existent en psychologie, mais, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Donc j'ai regardé, il y avait psychologie cognitive, je me suis dit non, il y avait développement de l'enfant, j'ai dit non, il y avait donc clinique non plus, social non plus, et j'étais comme, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai élargi en fait mon champ de vision. Et c'est là que j'ai découvert l'insertion professionnelle et que je me suis formée. Là, j'ai décidé de faire une double licence à ce moment-là en coordination de projets collectifs en insertion pro. Et également, au moment où je m'engage dans cette double licence, je crois que c'est l'année d'après que je découvre la psychologie de l'orientation. Ok. Sauf que là, j'avais déjà bien commencé à travailler. Donc voilà, c'est là où c'est à ce moment-là que se fait le basculement dans le monde de l'emploi et spécialement dans l'insertion professionnelle. Et voilà. Ok. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es en mission. Exactement, je suis en mission. Et voilà, on va parler des jeunes, parce que je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Quand un jeune il vient te voir, qu'il est un peu désorienté, comme je l'ai dit en intro, qu'est-ce qu'il te dit généralement pour... Bon, le discours général, hein, je pense qu'il y a des cas particuliers, bien sûr, mais généralement, je pense qu'on a tous le... Alors, de manière globale, générale, ce qui revient à chaque fois, c'est « Madame, je suis au bout de ma vie, je ne sais pas quoi faire. » Voilà. Ils sont tous à chaque fois au bout de leur vie, ils ont l'impression que... ils ont tout essayé et que l'heure est grave et que là, il faut trouver la solution. Arlette, l'heure est grave. Il faut trouver la solution là tout de suite parce qu'ils ont perdu trop de temps et souvent, je les regarde, je dis « T'as quel âge ?»« Ah ouais, mais j'ai 21 ans. » Je dis « Si c'est que ça, en place. » Ah bah oui. On va causer, mais ouais, généralement, c'est ça. Et qu'est-ce que toi, quelles sont les questions généralement que tu poses à ces jeunes-là pour savoir un petit peu pourquoi ils sont aussi désorientés en fait? Je fais un état des lieux. Déjà, j'essaie de savoir, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, pourquoi ils ont fait les choix qu'ils ont pu faire avant et ce qui les a menés à ce choix-là. Et également ce qu'ils attendent de moi, en quoi et comment je peux les aider. Donc, en fonction des objectifs de chacun, généralement, on est quand même face à une génération où la plupart veulent des solutions tout de suite. Ah, ça. Et du fast-food. Ah bah oui. Sauf que l'orientation, c'est un processus. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, l'une des choses que les jeunes ne comprennent pas, c'est que tout le travail, c'est à eux de le faire. Mais ils ont souvent l'impression que je vais aller voir le professionnel et lui va me dire ce que je peux faire. Or, j'ai tendance à leur dire, mais je ne suis pas Madame Soleil, en fait. C'est-à-dire que si toi, ça fait 25 ans que tu es en train d'évoluer, de grandir et de cheminer dans ta propre vie, tu es incapable de répondre à des questions qui te concernent, ce n'est pas une inconnue. Tu rencontres en 30-45 minutes de rendez-vous, une fois par semaine, qui a la capacité de te dire « Bon, là, tu peux y aller et puis tu vas t'y plaire. » Donc, c'est souvent ça, c'est déjà de faire un état des lieux, de questionner, de voir un petit peu d'où ils viennent, quel a été le parcours, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, quelles sont leurs attentes, et après d'expliquer mon métier, d'expliquer comment je peux aider. Parce que je ne suis pas là pour leur dire tu peux faire ça, 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 ça. Je suis là pour montrer et expliquer toutes les possibilités qui sont accessibles, disponibles en fonction du parcours de chacun et amener chaque personne à apprendre à réfléchir pour faire les bons choix. Très bien, très bien. Je pense que c'est clair. Et tu leur demandes déjà ce qu'ils aiment aussi? Oui. Ok. Et je sais que tu parles des fois de socles. Je sais que toi, pour faire ce que tu as fait, tu as utilisé des socles qui t'ont amené, qui t'ont fait converger vers ce que tu fais.
Et justement, eux aussi, tu leur demandes de trouver ces socles-là pour, justement arriver à ce qu'ils aimeraient faire. Mais est-ce que des fois, ça arrive qu'ils ne sont pas satisfaits de la réponse qui est apportée Parce que tu as dit ils veulent tout de suite. Ouais, ils veulent tout de suite. Après, c'est vrai qu'ils veulent tout de suite. Il y en a qui peuvent ne pas être satisfaits parce que finalement, ils t'expriment un besoin d'orientation, mais dans la réalité, l'urgence n'est pas liée à l'orientation, mais est liée à la situation qu'ils vivent. Je prends un exemple, un jeune qui va venir me voir, qui va me dire, je suis au bout de ma vie, je ne sais pas quoi faire, etc. Et lorsque je vais parler avec lui, il va m'expliquer que bon, j'ai arrêté les cours, mais là, je dois travailler parce que faut que je paye un loyer. Tu vois ? Donc lui, si je commence à travailler avec lui sur la question de l'orientation, je suis en train de, entre guillemets, lui faire perdre son temps et le perdre parce que sa vraie urgence, là, c'est pas l'orientation. Sa vraie urgence, c'est je dois payer mon loyer. Okay ? Donc, lui, on va travailler déjà à lui permettre de trouver un emploi. Une fois qu'il a trouvé son emploi, on va reprendre et on va repartir sur maintenant, ce que tu disais tout à l'heure, toutes les bases, ce qu'il faut comprendre et avoir identifié, examiné au niveau du socle pour pouvoir faire ce travail d'orientation. Okay. Mais généralement, c'est ça. C'est ceux pour qui la réponse ne va pas être immédiate, c'est parce qu'il y a d'autres urgences derrière. Ok. Et si, par exemple, parce que là, c'est les métiers tendances, il y a un jeune qui vient te voir, il dit « Oui, j'aimerais bien être coach de vie. » Ou entrepreneur, parce que c'est les métiers tendances. Qu'est-ce qui se passe ? Coach de vie, est-ce que... Alors, les métiers tendances, alors déjà... T'as déjà eu des cas comme ça, je pense. Ouais, à l'appel. Déjà, entrepreneur, c'est pas un métier. Alors, je vais me faire des ennemis. Mais entrepreneur, ce n'est pas un métier. Entrepreneur, c'est une modalité de, entre guillemets, de contrat de travail. C'est comme si je viens et je dis, je veux faire un CDI. Je veux faire un CDD. Entrepreneur, ce n'est pas un métier. Le métier, c'est ce pourquoi tu t'es formé ou la mission que tu accomplis sous le format de l'entrepreneuriat. Okay ? Si moi, aujourd'hui, je décide de ne plus être salarié en faisant du conseil en orientation, je vais aller me mettre sous le régime de l'entrepreneuriat, mais je ne vais pas dire je suis entrepreneur. Mon métier va rester le même. Je vais être consultante en orientation. Okay ? Sauf que je suis à mon compte. Et mon compte, c'est entrepreneur. Mais entrepreneur, c'est pas... beaucoup l'utilisent comme si c'est un métier, mais c'est pas ça le métier. Le métier, c'est ce pourquoi tu es spécialisé. Okay ? On va venir te voir. Si moi, je vais voir un coach de vie, par exemple, je vais pas aller et je vais pas dire je vais voir un entrepreneur. Je vais le qualifier par rapport à ce qu'il accomplit comme mission. Donc, je vais dire je vais voir un coach de vie. Mais entrepreneur, lui, c'est sa modalité de comment il gère ses contrats, comment il gère sa boîte, etc. Okay ? Donc, être entrepreneur, ce n'est pas un métier. Et influenceur ? Influenceur, aujourd'hui, c'est rentré dans les codes. On le trouve maintenant comme étant un métier. Il y a des formations, même Bac+, qui forment au métier d'influenceur. Donc bon, là, Et est-ce que... quels sont, en fait, quand tu travailles avec un jeune, etc., les retours, la plupart du temps, sont des bons retours ? Ils sont contents ? Oui, généralement, j'ai de mémoire en 11 ans, est-ce que j'ai déjà eu un jeune que j'ai accompagné qui n'était pas content ? Non. Ok. Tu as des anecdotes d'un jeune, par exemple, que tu as orienté, qui aujourd'hui est au top ? Enfin, au top. Et au top ? Ouais. Oh, j'en ai, ouais. Je me rappelle d'une... alors... Bon, je vais plus le présenter en termes de parcours. Ok. Les parcours qui, en tout cas, ont été des parcours qui m'ont bien marqué de certains jeunes que j'ai eu à accompagner. Et je vais prendre des profils différents. J'ai eu un jeune, je me rappelle, en début de carrière, que j'ai accompagné, qui venait d'arriver en France. Ok. Et donc, il ne parlait pas français. Il ne connaissait pas les codes
rien, tout ça. Et donc, quand il est arrivé, lui, la seule chose qu'il avait en tête, c'était « Madame, moi, je suis venue en France parce que je veux aller à l'école. » Et souvent, quand ce type de public arrive, il va y avoir des dispositifs assez particuliers qu'on va privilégier. Voilà. Et je me rappelle qu'on a fait le premier rendez-vous, il m'a dit « Je veux aller à l'école ». Sauf que c'est comme si j'avais pas entendu. Enfin, j'ai entendu, mais j'étais déjà en mode, bon, il faut le mettre dans tel dispositif parce qu'il vient d'arriver en France, donc ça va être ce dispositif-là. On fait le deuxième rendez-vous, il me redit encore, non mais moi, madame, je veux aller à l'école. Et là, en fait, je me rends compte. Je me dis, ah, mais attends, lui, depuis le début, il veut aller à l'école. Donc, du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à travailler avec lui de manière spécifique pour ne pas forcément l'orienter dans un dispositif où tu vas avoir des métiers en tension, etc., mais de lui permettre, au fur et à mesure, de s'intégrer en France pour pouvoir aller effectivement à l'école. Et ce jeune-là, il a eu un parcours remarquable parce que quand il est arrivé, il ne parlait pas français. En 3 mois, son français était nickel. Parce qu'on a commencé par le mettre, du coup, j'ai commencé par l'orienter vers des cours de français. Une fois qu'il a fait les cours de français, on a commencé à élaborer le projet professionnel. Il a élaboré son projet professionnel, lui, il aimait bien tout ce qui touchait à la peinture, etc. Et en même pas 1 an, l'année d'après, il était en formation en CAP peinture. Okay. Et il a fait de son CAP au bac pro peinture nickel. Et je me rappelle qu'une fois, il est venu me voir quand il était, je pense, au niveau du bac. Et donc, il me disait bon, que c'était un peu compliqué financièrement, etc. Et qu'il, je sais plus ce qui s'était passé, mais soit il n'avait pas pu aller en cours ou il avait mis du temps pour arriver en cours. Et je lui demandais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir pour qu'on fasse quelque chose, qu'on demande une aide à ce niveau-là. Et il m'explique, on était en hiver, il habite à Paris, et puis disons que son école était, allez, on va prendre 45 minutes à pied. Ok. Et donc le jeune m'explique que je marche chaque matin. En fait, tellement il était motivé, il avait soif d'apprendre, et que lui, c'était un jeune qui avait des principes, donc il fraude pas, il marchait de chez lui jusqu'à ses 1 heure de trajet pour arriver en cours. Et ça, c'est un jeune, dès le départ, je savais qu'il allait réussir en très peu de temps. Et vraiment, en 3 ans, il a eu son bac, après il s'est mis à travailler, donc il est revenu me voir en me disant « c'est bon madame, je travaille », et je lui avais dit, lui pour le coup, je lui ai dit « vous, je suis sûre, dans 2-3 ans, vous allez ouvrir votre société. Continuez d'être sérieux et il n'y aura pas de loupé à ce niveau-là. » Alors ? Et il a continué d'évoluer. Et bon, là, j'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il doit être au niveau où... Je pense aussi, la détermination qu'il a montrée, ouais. Elle est remarquable. Mm-hmm. Ok. Non, franchement, c'est très belle histoire. Et maintenant, on va un peu parler de tout ce qui est reconversion, parce que la reconversion, c'est aussi je ne vais pas dire un mal du siècle, mais presque. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que, je pense que c'est une période aussi post-Covid où il y a beaucoup de gens qui... qu'est-ce que tu peux en dire de cette reconversion-là ? Est-ce que tu as beaucoup de cas de reconversion ? Et on va reprendre les jeunes, en fait. Quel est le discours ? Alors oui, des cas de reconversion, on en a beaucoup, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des adultes. Mm-hmm. Alors plus, quand il s'agit des jeunes, alors... Si on prend par rapport à la période Covid, pour certains métiers, en fait, les jeunes n'ont plus voulu faire certains métiers. Je me rappelle que, par exemple, tous les métiers qui étaient liés au domaine du soin, il n'y avait plus personne, quoi. Ah non, mais moi, je veux plus travailler là, je veux pas travailler à l'hôpital, je veux pas me faire vacciner, je veux pas. Ok. Et donc, ce que ça a généré, c'est que pour beaucoup, mis à part ces domaines-là, il n'y avait pas que ce domaine-là, mais pour beaucoup, c'est comme si, en fait, l'idéal, c'était d'avoir un métier où on est dans un bureau. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu le mode télétravail qui s'est déployé dans beaucoup de boîtes, etc., et que c'est devenu le rêve de beaucoup. Mais la plupart voulaient tous, maintenant, qu'on les aide à trouver un travail où ils sont dans un bureau. Voilà. Et donc, oui, le sujet de la reconversion, c'est surtout parce que les gens cherchent du sens. C'est une question de sens. Les gens sont à la quête du sens de pourquoi je fais ce que je fais. C'est le fameux pourquoi, en fait. Pourquoi je me lève chaque matin pour aller
faire telle chose. Je me rappelle, j'avais un jeune, il bossait dans une grande boulangerie. Hein, et lui, il est venu, il m'a dit non, moi, j'en peux plus. Ok, je suis super bien payé. Ok, je suis dans une des plus belles boulangeries de la place, mais je ne vois pas ma famille. Et en fait, ce qu'il exprimait, c'est que lui, dans ses valeurs, c'est quelqu'un pour qui c'est important de pouvoir avoir ses week-ends, voir sa famille, profiter, etc. Et c'est pas des choses dont il a tenu compte au moment de son orientation. Parce que quand il a choisi son métier, il l'a choisi parce qu'il pensait que c'était sa passion. Mais il s'est rendu compte que, ok, j'ai des capacités, mais ça me coûte beaucoup au niveau de mes valeurs. Donc, il a voulu repenser son orientation. Donc, c'est vraiment ça. C'est les personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. C'est d'abord une perte de sens. C'est que soit on est trop dans la tête dans le guidon, on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. On ne sait pas à quoi on sert, en fait. Les gens viennent te voir et disent « Ouais, bon, je fais ce travail, mais je ne sais pas à quoi pas de sens, quoi. Tu peux avoir... Et quand on parle de ça, moi, je vois de tout. Hein. Je vois des ingénieurs, je vois des médecins, je vois d'autres boulangers. Je vois vraiment de tout. Et finalement, le point commun pour tout le monde, c'est la question du sens. Et moi, j'ajouterais aussi qu'il y a la question du sens, pardon. Mais aussi, je pense que la question d'être heureux, en fait, dans ce que tu fais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent l'aspect financier, qu'ils le mettent avant. Mais finalement, il n'y a pas que l'aspect financier. En fait, tu t'en rends compte avec le temps que tu as besoin d'être heureux dans ce que tu fais. C'est pour ça que des fois, tu as des gens qui sont, je sais pas, traders, par exemple, et qui se retrouvent du jour au lendemain à tout plaquer, alors qu'ils sont là peut-être à 5 000, 6 000 euros par mois. Ils se retrouvent agriculteurs, tu vois. Mais il aime ce qu'il fait. Ouais. Donc... et le fait d'aimer ce que tu fais, tu n'as pas l'impression de travailler. Exactement. Donc je pense qu'il y a énormément de gens, avec le Covid, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'en fait, je t'ai parlé de Covid. Je pense que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de cas de reconversion, en fait. Des gens qui te disent, oui, j'aimerais faire ceci, cela, parce qu'ils ne sont pas heureux, quoi, je pense. Ah oui, t'en as beaucoup. Ils travaillent parce qu'il faut payer les factures. Ils travaillent parce que... à l'époque, c'était le domaine qui était le plus en vogue. Moi, j'en ai plein, hein, des gamins qui font des écoles de commerce. Et puis derrière, non, ils sont malheureux. Tu vas à la Défense, souvent on n'arrête pas de me dire, mais ouais, tu devrais aller faire du consulting dans les tours de la Défense parce que tu as plein de cadres qui vont mal. Ouais. Et c'est vrai que la plupart des personnes font des choix de carrière plus basés sur l'aspect financier. Ils se disent, on a l'impression que plus on a de l'argent, plus on est heureux, sauf que c'est faux. Ah, c'est ça. Mais tout à l'heure, tu as soulevé un point, tu as parlé de passion. Est-ce que tu connais énormément de gens qui vivent de leur passion ? Parce que c'est une vraie question, ça. Ouais, je connais beaucoup de personnes. Ah bon ? Ouais. Qui vivent de leur passion ? Qui vivent de leur passion, oui. Ok, magnifique. Ah ouais. Toi, justement. L'exemple vivant. Non, mais parce que c'est une vraie question, en fait. Vivre de sa passion, c'est quand même quelque chose de... C'est rare que tu puisses trouver des gens qui vivent de leur passion. Non, je connais beaucoup de personnes qui vivent de leur passion. Maintenant, la chose que je veux quand même nuancer, c'est le mot passion. Parce que cette histoire de passion, c'est pareil. Hein. Beaucoup de gens rattachent la passion à ce qu'elle n'est pas. Avoir un métier qui nous passionne ou faire au quotidien quelque chose qui nous passionne ne veut pas dire que parce que je fais quelque chose de passionnant, il ne va pas y avoir des choses que je n'aime pas dans ce que je fais. Bien sûr. Or, souvent, les personnes, quand elles parlent de passion, elles ont l'impression que 100% de tout ce qu'on fait, on aime. Et jamais on va se réveiller, on va se dire « Oh non, ce matin, j'ai pas envie ». Bien sûr que si. Tu vois ? Donc, la passion, c'est pas l'euphorie, hein, c'est pas le monde des bisounours, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tous les matins on y va. Non, la passion c'est l'amour en fait, c'est l'amour qui te porte dans ta mission et avec lequel tu vas accomplir les choses chaque jour. Mais voilà, c'est ce qui t'anime. Mais ça ne veut pas dire que y a pas un matin où t'as pas envie. Ça veut pas dire que parmi tout ce que tu fais dans ton quotidien, il y a des tâches que tu n'aimes pas. Tu vois ? Sauf qu'aujourd'hui, tu vas avoir des personnes qui ne vont pas arriver à distinguer ça. Qui vont se dire, ah bah non, si je conseille les jeunes, mais moi j'aime pas tout le côté administratif,
bah non, finalement, c'est pas ça, ça me passionne pas. Tu vois ? Ouais. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. Bien. C'est-à-dire que passion, pas passion, tout ce qu'on choisit de faire dans la vie, tu as toujours des avantages et tu as toujours des inconvénients. Maintenant, ça devient passionnant à ton niveau parce que c'est toi qui as choisi ces avantages-là et c'est toi qui as choisi ces inconvénients. Tu es conscient de ton choix. Dans ton choix, tu es conscient que, OK, dans mes avantages, j'en ai 8, dans mes inconvénients, j'en ai 3, mais mes 8 là vont faire que je vais arriver à supporter les 3. Ok. Et avec ça, je peux dire que je suis passionnée. Mais il ne s'agit pas d'avoir que du positif pour dire que c'est passionnant. Ok, très bien, très bien. Je vais te proposer un petit jeu, entre guillemets. Je vais te donner des mots, des expressions, et tu vas me dire ce que ça t'évoque, pardon. Ça marche. Ah, ok, alors, première expression. Notion de valeur. Notion de valeur. Selon ton métier, qu'est-ce que ça t'évoque? Ok. Les valeurs, bah, c'est Valeur au singulier. Hein. Au singulier. Sa valeur. Ah, sa valeur. Ouais. Ok. Alors, on va préciser. T'as bien fait de peu. préciser parce que là, j'allais philosopher. Là. Ok, donc la valeur au singulier. Bah, la valeur, c'est ce qui touche à qui tu es, à ton identité et à ce qu'on ne peut pas t'enlever, en fait. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Quelles que soient les circonstances de la vie, c'est ce que tu es, en fait. Ce que tu es et la valeur que tu as en tant qu'être humain, que personne. Voilà. La valeur, pour moi, en tout cas, si je dois te donner ma définition, là, c'est ça. C'est Ok. la Parce valeur que humaine. moi, j'avais des trucs, il faut connaître sa valeur, conscience de sa valeur, Mhm. et la notion de valeur, généralement. Mm. Je sais que ça t'anime beaucoup. Ouais. Ouais, il y a donc il y a la valeur déjà en tant qu'être humain, dans le sens où ce qui est important, c'est que il faut arriver à identifier que on peut avoir des des aléas dans le parcours, mais ça ne diminue pas notre valeur. Ok. Je prends un exemple, c'est pas parce que je redouble que je suis bête. Ok. C'est pas parce que je vais en cours et que j'ai des mauvaises notes que je ne suis pas intelligent. Ok. Sauf que souvent, dans comment c'est vécu, surtout au niveau des jeunes, ces expériences-là, ça vient justement toucher à leur valeur, à qui ils sont. Ok. Or, ça ne doit pas bouger, en fait. Quand tu redoubles ou quand tu as une mauvaise note, ça te donne une autre information. Il faut avoir la bonne lecture. La lecture ici, c'est simplement de se dire « Ah, mais finalement, est-ce que j'avais vraiment révisé ?» Bon, peut-être que oui. Ok, j'avais réellement révisé. Mais si j'ai la note que j'ai, quelle information je dois comprendre? Peut-être que j'ai pas bien compris et qu'il faut travailler différemment, d'accord? Mais ça ne vient pas toucher à ta valeur en tant qu'être humain de te dire « Bon, bah, je suis pas intelligent. » Et pour revenir à ce que tu disais, connaître sa c'est aussi son positionnement. Un jeune qui va aller sur le marché du travail et qui a des diplômes, qui a une expérience et qui ne sait pas finalement valoriser tout son parcours, y a des personnes qui pensent que bon, bah, j'ai travaillé chez McDo, mais ça, je vais l'enlever parce que non, ça fait tâche sur mon parcours. Or, non. Tout ça apporte de la valeur, mais ça dépend déjà, toi, du regard que tu poses dessus et comment tu vas le valoriser face à celui que tu as en face de toi. Très bien. Et une expression aussi qui, je sais que tu l'as entendue il n'y a pas longtemps, manque d'expérience, par exemple. Le fameux manque d'expérience. Oui. Bah, le manque d'expérience, oui, c'est quelque chose qui est réel, mais il faut pallier. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une société où on doit se contenter en tant qu'étudiant, en tant que lycéen ou en tant que personne en reconversion, de simplement étudier de manière théorique. Il faut allier son parcours académique, allier tout ce qu'on fait à des expériences. Parce que faut toujours se dire, en fait, quand j'étudie pour un but. On n'étudie pas pour rester sur les bancs de l'école toute sa vie et cumuler les diplômes.
On étudie parce qu'à un moment donné, on va aller travailler. Et donc, du coup, le manque d'expérience, là, il faut comprendre que l'expérience, on l'acquiert de différentes manières. Pas que en travaillant. On l'acquiert dans même ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire oui, mais on l'acquiert même dans ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire que là, concrètement, ton podcast, c'est à ton initiative, c'est quelque chose de personnel. Mais demain, quand tu vas aller devant un employeur, c'est quelque chose que tu peux valoriser. Parce que de ce que tu es en train de faire là aujourd'hui, tu es en train d'augmenter en compétences. Il y a plein de compétences que tu es en train d'acquérir, que tu es en train d'affiner et que demain, tu peux aller valoriser en disant, voilà, moi, j'ai mis tel projet en place, voici les tâches que je fais pour préparer mes émissions, etc., etc. Tout ça, c'est des compétences. Je disais dernièrement, c'était hier ou avant-hier, à un jeune homme qui s'oriente dans le domaine commercial. Je lui demande, est-ce que vous avez une expérience? Il me dit, ah non, etc. Je lui dis, ok. Je lui dis, vous vendez pas des choses sur Internet? Il me dit, ah si, je vends beaucoup d'articles sur Vinted. Et il en vend énormément chaque semaine. Je lui dis, ok, expliquez-moi le process. Comment vous faites? Donc, il m'explique. Et quand il m'explique, on a pu transformer, en tout cas, tout ce qu'il m'a expliqué là, en langage employeur, en compétences. Okay. Il faut savoir valoriser le produit, il faut savoir parler à ton client, il faut savoir négocier les prix, etc. etc. Tout de suite. Et pourtant, ça fait partie de son quotidien, de sa vie privée. Mais il a une expérience là dans la vente. Ok, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je pourrais valoriser mon podcast et tout. La lutte. La lutte. La lutte, c'est ne jamais abandonner pour moi. Hein. Okay. On lâche pas. On lâche rien. Ok. Et dernière expression, connais-toi toi-même. Ah. Ouais. Ça, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est surtout dans le champ de l'orientation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai expliqué en disant que les conseils d'orientation ne sont pas des marabouts. On ne vient pas voir quelqu'un et puis on lui dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? On ne te connaît pas. Okay, mais connais-toi toi-même, c'est justement apprendre. Parce que c'est vrai qu'une fois de plus, ce n'est pas non plus inné. On grandit tous au fur et à mesure et à un moment donné, pour se connaître, c'est simple. Hein, pour se connaître, il faut se poser des questions. Quelqu'un qui ne se pose pas de questions sur lui-même, sur la vie, sur ce qu'il fait, sur où il va, comment il y va, quelqu'un qui ne se questionne pas ne va pas arriver à la dimension du connais-toi toi-même. Pour te connaître, il faut que tu t'observes, il faut que tu regardes dans tes réactions, dans tes comportements, dans tes goûts. Il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. Et ça, c'est facile à savoir. Il y a des choses, et maintenant, plus tu vas passer ce temps à observer, à regarder, en fait, il faut se regarder comme une caméra. Ok, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime communiquer, ok. D'accord, et j'aime communiquer comment? Et tu t'observes, et tu vas le voir en fait au fur et à mesure. Et c'est ça qui va amener au fil du temps à cette connaissance. Après, se connaître, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas un travail que tu fais une fois dans ta vie et puis c'est fini. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres en évolution. Exactement. Voilà. Donc la connaissance que j'ai de moi aujourd'hui, dans quelques mois, elle va encore s'affiner. Dans 1 an, dans 2 ans, en fonction des expériences que je vais vivre, je vais développer d'autres capacités. C'est la quête d'une vie. Voilà. Mais il faut apprendre et développer ce sens de l'introspection pour arriver à identifier, moi, qu'est-ce que je pense des choses, au-delà de ce qu'on m'a appris, au-delà de ce qu'on me dit, au-delà de la mode, au-delà de je suis mes amis. Ok, moi, à mon niveau, qu'est-ce que j'en pense? Ok, tu prêches bien. Ok. Il y a aussi un thème qui me tient à cœur. Le thème des parents. Ah. Le thème des parents. Bon. Généralement, les parents, ils te disent, oui, il faut être médecin, il faut être avocat. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers prestigieux et c'est ce qu'ils ont connu. En fait, généralement, tu vas voir que on va proposer à l'autre ce qu'on connaît. On ne va jamais te proposer ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, les parents vont nous faire des propositions qui cadrent
avec ce qu'ils ont comme connaissance. Voilà. Et donc, souvent, alors on va peut-être... c'est pas tous les parents qui vont te proposer médecin ou avocat, hein, mais si on prend les parents d'un certain pays d'Afrique, de certaines régions... Il faut citer les noms. On sait que dans cette région-là, dans ces pays-là, si t'es pas avocat, si t'es pas médecin, t'as l'impression que t'as raté ta vie. Donc, et moi, en plus, je me rappelle, pour la petite histoire, à l'époque, j'avais 7 ans et je revenais de l'école et puis ma mère me demande oui ta journée tout ça et je raconte et puis je dis mais la maîtresse elle nous a demandé ce qu'on veut faire plus tard. Elle me dit ah bon et donc elle dit et tu as dit quoi? Et à 7 ans j'avais répondu psychologue. Et pour te dire que je sais même pas pourquoi, mais en tout cas à 7 ans j'avais répondu psychologue à l'époque. Et quand j'ai dit ça, je me suis pris une belle claque. En fait j'ai juste eu le temps de faire. Elle m'a dit psychologue, n'importe quoi. Il faut faire avocat ou médecin. Tu vois? Ouais. Donc, mais après, c'est parce que c'est sa limite, en fait. C'est elle, ce qu'elle connaît. Et on pense que, bon, si on est dans ces secteurs-là, si on est dans ces professions-là, on a réussi. Aujourd'hui, je pense que la donne est quand même en train de changer. Les parents commencent à comprendre qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres métiers. Attends, aujourd'hui, est-ce que un parent à l'époque, tu dis tu veux faire footballeur, mais c'était impossible. Ouais. Aujourd'hui, tu dis à un parent tu veux faire footballalleur, mais ok. Bah oui, là, on va mettre en place ce qu'il faut pour. Il y a l'aspect financier qui voilà. entre en ligne de compte. Donc c'est vraiment lié au temps dans lesquels on a vécu et l'époque, les représentations qu'on a et ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu, parce qu'en fonction de ce que tu as reçu, ça va aussi être ta limite. Sauf si tu décides de commencer à te poser des questions et puis d'aller au-delà du mindset reçu et de proposer d'autres choses à tes enfants. Parce que ça, c'est une réflexion que j'ai eue avec un ami, et lui qui disait les parents, entre guillemets, de cette région dont tu parles, là, ils ne respectent que le prestige que ce travail apporte, en fait. Ouais. C'est ça que sa réflexion, c'était ça, en fait. Ouais. C'est pas le travail en soi, c'est le prestige derrière, en fait. Exactement. Le fait de dire, oui, mon enfant, il est, tu vois, au vu et au su des autres, parce qu'ils disent, ah ouais, lui, son enfant, etc., tu vois. Certaines formes de récupération, si je peux me permettre. Et on disait aussi, avec cet ami-là, qu'il était intéressant de savoir le nombre de personnes qui avaient eu des envies de projets, justement, mais qui ces projets sont morts dans l'œuf à cause, de ce truc-là, tu vois. C'est une réflexion qu'on a eue, parce qu'il y a énormément de gens, je pense, qui avaient des projets, je vais me faire ça, mais directement, le parent te barre tout de suite. Non. Ah oui. Médecin, avocat. Et en plus, il ne t'explique même pas pourquoi tu dois devenir... Ah non, tu vois. Il n'y a pas d'explication. Tu n'as pas d'explication. Il n'y a pas d'explication, c'est juste que, voilà, si tu veux devenir quelqu'un, tu dois être médecin ou avocat. Mais c'est vraiment... c'est lié au prestige. C'est les parents s'en font une idée qui leur est propre. Mais c'est vrai que, oui, il y a des tas de personnes... mais après, tu peux avoir tes limites aussi, au niveau... Parce que les parents peuvent te dire que tu veux faire ça, mais tu peux avoir tes limites à toi, intellectuelles, peut-être même financières des fois, tu vois. Mais... Ouais, c'est là où, en grandissant, justement, quand on commence à faire ce travail, on se questionne réellement et qu'on commence à se connaître, que c'est aussi notre responsabilité. Parce que quand on est petit, on n'a pas le choix. Tu as 12 ans, tu as 13 ans, voilà, tu vas pas trop. Mais quand tu commences à avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu as la responsabilité à un moment donné d'avoir ce dialogue avec tes parents et de leur faire comprendre. Moi, jusqu'à un certain moment, dans ma phase d'orientation, ma mère, elle était braquée que sur des métiers du style avocat, etc. Et c'est à un moment donné, en fait, je ne sais pas comment le déclic est venu, mais je pense que c'est parce qu'elle me voyait, comment dire, elle me voyait grandir, mais au-delà de grandir, elle voyait un enfant qui était droit dans ses baskets. Dans ses convictions. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, elle m'a juste dit, bon, c'est bon, fais comme tu veux, je t'accompagne. Et même quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement, même quand j'ai commencé Pro-8, je me rappelle qu'au départ, ma mère, elle calculait pas trop. Elle sait que sa fille accompagne les gens, etc., etc.
Et je sais plus, c'est un moment où elle a dû reprendre les cours. Qu'elle me sollicite. Et ma propre mère... Et en fait, c'est là que je me rends compte que, mais en fait, jusqu'à ce moment-là, ma mère ne m'avait pas totalement validée dans ce que je fais. Ouais. Et là, quand elle reprend son projet pour reprendre les cours, elle me dit, moi aussi, je veux venir en atelier. Je lui dis, mais non, je peux pas te prendre un atelier avec tout le monde. Elle me dit, ah si, pourquoi tu fais toujours aux autres et jamais moi, en tout cas, je veux aussi bénéficier de l'accompagnement. Et donc, ok. Et je lui dis, je mets le cadre. J'ai dit, par contre, là-bas, moi, je t'appelle pas maman. Hein. Là-bas, Béatrice. Donc, il n'y aura pas de... Pas de privilège. Voilà. Donc, elle me dit, oui, ok, il n'y a pas de souci. Et ma mère vient en atelier. Elle vient en atelier, elle participe, elle fait 1, 2, 3 ateliers. Et c'est après les ateliers qu'elle me dit, waouh, ma fille, donc c'est ça ton travail. Tu vois. Donc, en fait, les parents, ils comprennent pas forcément. Hein. Ils comprennent pas ce qu'on fait. Et en plus, les métiers aujourd'hui ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé. Tu dis à tes parents, bon, je fais du consulting dans l'orientation, c'est abstrait. Ouais. C'est pas à quoi ça renvoie, etc. Ma mère, son discours, c'était faut être cadre. Mais bon, cadre, ça veut dire quoi ? C'est comme commercial, ça veut dire quoi ? Voilà, tu vois. Donc c'est ça, c'est quand elle a vu et qu'elle-même, elle est venue expérimenter. Mais aujourd'hui, si ma mère... mais moi, je suis fière de ma fille. Mais oui, voilà. C'est toujours comme ça. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, à un moment donné, c'est aussi cette responsabilité de se dire, quand on a des parents qui ne comprennent pas, ils comprennent pas parce que ils veulent être méchants. C'est parce qu'ils veulent notre bien. Mais maintenant, c'est aussi à nous de les intéresser et de leur montrer que voilà, le monde a évolué et finalement, moi, je veux faire ça pour telle raison. Et souvent, c'est là où ça pêche à notre niveau parce que soit on va le faire, mais de manière très maladroite. Oh non, je t'écoute pas, je fais comme je veux. Bah là, c'est sûr que c'est confrontation. Mais il y a aussi le côté où on peut amener ça dans la discussion. On peut montrer des parcours de personnes qui ont fait ça, qui ont réussi. Et il faut arriver à être concret. Parce que pour eux, comme je dis, il n'y a pas de représentation derrière. Donc, il faut arriver à montrer concrètement. Oui, mais en fait, quand je te dis que je veux faire ça, mais ça va être ça. De montrer des exemples, de montrer... Et ça, je pense que ça peut aider à apporter du changement et puis à amener des parents un petit peu moins complexés de ne pas avoir des enfants avocats ou médecins. En tout cas, magnifique histoire, magnifique anecdote et on salue ta maman là où elle est. Là, on va parler spécifiquement de ton activité, ta plateforme Pro8. Pro8, promouvoir l'éducation au choix de carrière. C'est ça le sigle ? Enfin, la devise ? Enfin, la devise, non, mais c'est ça la mission. Ok. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ? Promouvoir l'éducation au choix de carrière, c'est simplement que, un peu ce que j'expliquais quand j'ai eu la conviction de vouloir travailler dans le champ de l'orientation. C'est que je me rendais compte, voilà, les personnes font des choix, subissent leurs choix. Et surtout, quand j'ai commencé à travailler, je me suis aperçue que les personnes ne savent pas choisir. Okay. Et que du coup, si quelqu'un ne sait pas choisir, il faut lui apprendre comment choisir. Et typiquement, c'est ça ma mission. Ma mission est d'apprendre aux personnes que j'accompagne, finalement, voici le process qui va t'emmener toi-même à pouvoir faire un choix. Ok. Donc, promouvoir l'éducation au choix de carrière, c'est simplement permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir accéder à cette capacité à pouvoir faire des choix, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tous les jeunes qui ont accès à un certain discours, qui ont accès à certains dispositifs. Alors, ils n'ont pas accès, pas parce que ça leur est interdit, hein, mais ils n'ont pas accès parce qu'ils n'ont pas l'information. Alors, eux-mêmes ne vont pas chercher l'information et généralement, dans les endroits où ils se trouvent, pareil, l'information ne leur est pas donnée non plus. C'est pour ça que je parle de promouvoir, c'est-à-dire que dans la mission, l'idée, c'est d'aller vers ce public-là. Okay. Typiquement, dernièrement, l'atelier que j'ai eu à faire à Argenteuil, quand je pose la question aux jeunes qui étaient là en leur disant « Mais est-ce que vous connaissez le CIDJ ?» Ils disent non. En fait, ils restent juste dans leur zone à Argenteuil et ils ne savent pas que
Si je cherche à m'informer, j'ai un centre de formation à Paris où je peux aller rencontrer des professionnels, poser des questions et avoir des infos. Donc promouvoir, c'est ça, c'est faire la promotion des dispositifs qui existent et qui sont en libre accès et pour tout le monde, pour aller s'informer et promouvoir et éduquer. Éduquer, c'est apprendre aux personnes à faire ces choix de carrière, apprendre à choisir. Tout comme quand tu veux choisir ton iPhone ou ta nouvelle paire de baskets, tu arrives à le faire aisément, mais quand c'est l'orientation, bug, bah là, l'idée, c'est de te dire non, il n'y a pas bug, on va reprocesser et tu vas apprendre à faire le choix. Ok. Tu as parlé d'Argenteuil Atelier. On salue Julia là où elle est. Voici boss. Ok, très bien. Et au niveau du suivi, c'est un suivi de combien de temps à peu près? Alors, le Ce que tu suivi fais. va dépendre de l'objectif. Mais alors, en moyenne, le suivi qui concerne les personnes qui sont accompagnées sur des thématiques de reconversion professionnelle ou pour trouver leur voie, on est sur 5 semaines. Ok. 5 semaines, donc à raison d'une fois par semaine, 1h15 à 1h30 de rendez-vous où on travaille ensemble pour permettre à la personne de mieux se connaître et d'arriver à faire le bon choix d'ici la 5e semaine. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui te distingue, toi, de ce que tu fais, de par exemple l'APEC ou tout ce genre de structure-là? Bonne question. Je pense qu'il y a un distinguo, normalement. Oui, alors qu'est-ce qui me distingue? Déjà, l'APEC en fait n'accompagne que les jeunes diplômés à partir du bac plus 3. Voilà. Donc moi, j'accompagne tout le monde. Ouais. Moi, j'accompagne. Déjà, voilà. C'est une différence. Voilà. Si on parle de l'APEC, moi, j'accompagne tout le monde. C'est-à-dire que, j'accompagne tout le monde. J'accompagne un jeune quand il est en réflexion à partir de son année du bac ou l'année d'avant. Voilà. Et donc, je n'accompagne pas que les jeunes diplômés. J'accompagne ceux qui ont des diplômes, ceux qui n'ont pas de diplôme. Okay. Et en termes d'approche, ce qui me distingue des autres dispositifs, mis à part l'APEC et tout ce qui peut exister, c'est que dans le modèle d'accompagnement et dans la méthodologie proposée, c'est que je suis vraiment sur un accompagnement qui est centré sur la personne et où il y a un travail de fond qui est fait lié à l'estime personnelle. Ok. Et ça, c'est quelque chose, et c'est pour ça que le rendez-vous dure 1h15, 1h30. Estime personnelle, développement personnel, Non. coach de vie? Non. Non. Mais sur l'estime personnelle, et c'est pour ça que la séance de travail dure 1h15 à 1h30, parce qu'il y a vraiment une introspection, et c'est d'amener la personne justement à cette notion de valeur et de prise de conscience de toutes ses capacités, etc. Et ça, tu as besoin de temps pour le faire. Aujourd'hui, la majorité des accompagnements qui existent, quand tu es dans des institutions, sont timés. Sont timés parce qu'il faut prendre le plus grand nombre. Okay. Et quand tu dois prendre le plus grand nombre, tu fais des rendez-vous de 30 minutes. Effectivement. Tu fais des rendez-vous de 45 minutes. Mais en 30 minutes, 45 minutes, tu n'as pas le temps d'aller en profondeur. Exactement, je suis témoin. Ok. Et est-ce que tu penses que ton métier, c'est un métier de tendance ou c'est un métier qui va devenir tendance? Oui. C'est un métier qui va se développer parce qu'il y a déjà une grosse réflexion au niveau du système éducatif sur la thématique de l'orientation. Là, d'ailleurs, en ce moment, il y a pas mal de moyens qui vont être déployés et mis en place, notamment pour tout ce qui est enseignement professionnel, où ils veulent vraiment mettre alors, je ne sais pas s'ils vont appeler ça des conseils d'orientation, mais je pense que là, le système éducatif a compris un petit peu ce pourquoi nous, on se plaint déjà depuis des années en disant que le système éducatif et le marché de l'emploi, c'est comme s'il n'y a rien qui les relie. Et souvent, quand nous, on reçoit des élèves, ils nous parlent le langage scolaire. Or, là où ils sont en train d'aller, il faut apprendre un autre langage. Et donc, du coup, là, je pense que l'État s'en rend compte et commence à mettre des moyens en place pour créer ce pont et du coup mettre des professionnels qui connaissent le marché du travail et qui ne sont pas juste des conseils d'orientation comme on a connu à l'époque. Je pense que là, on est en train d'évoluer sur le sujet. C'est en train de se mettre en place. Mais donc oui, il va y avoir beaucoup de recrutement dans mon domaine.
Et tu as déjà été approché pour faire de la prévention dans les collèges et les lycées? Ou tu en as déjà fait peut-être? Eh ben, ça fait partie de mon projet d'ici. Ah, j'étais dans le vrai, j'étais dans le concret. J'avais déjà été approchée à l'époque, mais j'avais pas trop le temps. Ouais, Mais là, ça fait partie de mes objectifs pour la prochaine rentrée, où je vais me focaliser sur certains établissements. Donc, avec mon équipe, ils sont pas encore au courant, mais ils vont beaucoup travailler. magnifique. Et vous êtes combien dans ton équipe? Là, nous sommes trois. Ok, Trois, voilà. c'est bien. Et donc ouais, on va se focaliser, on va tester le modèle pour faire de la prévention, faire de la sensibilisation, c'est surtout ça. Sensibiliser et accompagner deux écoles sur toute une année et Magnifique. voir les résultats que ça va produire derrière. Magnifique. Ok. Là, on passe à une autre rubrique. La lecture. Bon, je vais pas te demander ce que tu lis. Je pense que tu lis beaucoup. Énormément. Ok, bah, vu que tu lis pardon, énormément, est-ce que tu as 3 livres à recommander? 3 livres à recommander qui concernent l'orientation, c'est ça, hein? Ah, je sais pas, j'ai dit 3 livres. 3 livres à recommander. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué à l'époque, quand je m'orientais. C'est un livre de John Maxwell, Oh, Rêver grand, je crois. Mais je sais plus, je crois qu'il manque un truc. C'est vous l'avez. Enfin, je vais retrouver le bon titre, je te Ok. l'enverrai pour que. Mais c'est un livre de John Maxwell où il y a Rêver grand dedans. Je sais plus c'était quoi le premier mot. Et ce livre-là, pendant, je pense, 5 ans, je le lisais une fois par an. Et c'est un livre qui m'avait beaucoup challengée parce que, justement, en fait, il te racontait plusieurs histoires inspirantes de personnes qui ont commencé de zéro, quoi, avec rien, et qui ont accompli des choses bluffantes. C'est un petit livre, il se lit vraiment très facilement, etc. Et en fait, il t'emmène à réaliser que c'est possible. Ok. C'est possible. Donc, il y a ce livre-là, je te donnerai le titre exact, Deuxième. qui est un bon livre. Un deuxième livre que je peux recommander, c'est Fais ce qu'il te plaît. Fais Ok. ce qu'il te plaît. Je me souviens plus du nom de On va l'auteur. on va retrouver, t'inquiète Mais pas. pareil, je te l'enverrai. Et lui, c'est pareil. C'est un livre intéressant qui te permet de te poser des questions, travailler sur toi-même et te trouver un petit peu dans ce que tu aimes, etc. Et un dernier livre qui est très bien. Ah, parce que les autres n'étaient pas très bien. Ah non, non, les 3 sont très bien. Ok, le dernier. Alors vous avez vu, hein, tous les livres que je vous ai donnés là, à part celui de John Maxwell, qui est plus dans le rêve, dans la projection, sont des livres qui t'emmènent à travailler sur toi et à mieux te connaître. C'est le livre... En fait, j'en ai 2 en tête finalement. Bon, vas-y, donne les deux. On est gentil aujourd'hui. Non, je vais pas en donner 4. Non, vas-y. En fait, tu veux faire ta bibliothèque sur le Mais les gens. non, c'est pour Non. moi et pour les gens. Mais je pense que ça fait plus adulte. Pour les jeunes, ça va être un peu trop. J'allais dire, alors pour les adultes, hein, Personnalité plus de Florence Littauer. Ok. Il est excellent. Ok. Franchement, c'est un livre où tu apprends à bien connaître ton tempérament et à connaître aussi comment les autres fonctionnent et comment du coup mieux communiquer, adapter ta communication. Donc il est vraiment très bien. Après, je pense que quand on est peut-être au lycée, c'est peut-être un peu jeune, mais je pense que pour quelqu'un qui est dans 22 ans et plus, il peut être adapté, il aide, il est vraiment bien. Ok, il n'y a pas un 4e là? Non, ça va. Ok. 3, ils sont déjà, franchement, les 3 là, si vous commencez avec Ok, ça, ils sont au top. Bon, la coutume dans cette émission, c'est d'offrir un livre à l'autre. Bon. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Tiens, je t'en prie. Bien emballé. Wow. Oh là là. Il faut juste que tu ouvres, que tu montres à la caméra et que tu Ok. lises le titre, s'il te plaît, en espérant que tu ne l'aies pas déjà, comme je l'ai dit Là, il précédemment. tremble hein, parce que ma bibliothèque est... Ah oui, je tremble. pas une Tu as dit petite tout à l'heure un bibliothèque, truc qui hein. me... Oh, John Maxwell. Oui, mais... Quoi? Le titre 101, Attitude. Attitude 101. Et bah, Ouais. tu sais que je l'avais, mais... Oh. Non, mais attends, j'ai dit je l'avais.
Je l'avais et quand je l'ai acheté, je changeais d'entreprise Ouais. et je l'ai offert à la manager qui venait s'occuper de notre équipe. Donc merci. Je l'ai semé et puis je l'ai Mais tu l'as récolté. déjà lu? Non, puisque je l'avais. Ah je bah venais, voilà, je venais juste. Non, je venais juste de l'acheter et puis je lui ai offert. Ah bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Dernière question. Mhm. Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais? Oui, à 1000%. Ok, c'est le plus important. Et j'ai dit dernière question, non, avant-dernière. Là, c'est la dernière. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Le meilleur. Non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'être vraiment. De continuer à être ce soldat en mission Ok. et d'aider dans la mesure du possible toutes les personnes que je vais pouvoir rencontrer sur ce long chemin qui n'est pas encore terminé. Et voilà, de rester attaché à la mission, en fait. Ok. Attaché à la feuille de route et de faire le job. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te contacter? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Instagram, ProAid Consulting officiel. On mettra le lien, t'inquiète pas. Voilà. Et puis voilà, de toute façon, si vous allez sur Insta, vous aurez le reste des infos. Il y a le site qui va être retravaillé là, mais il y a aussi un site qui existe. Donc là, bientôt, pareil, vous pourrez avoir du contenu, prendre vos modules en ligne, travailler tout seul comme des grands, sans forcément m'avoir en accompagnement. Et après, pour solliciter l'accompagnement, si vous passez par Instagram, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Magnifique. Et bah sur ces belles paroles, on se quitte. Voilà. Déjà, c'est passé vite. Merci. Ouais, je t'en Merci de prie, m'avoir merci, reçu. merci pour tes belles paroles. Et oui, toute chose a une fin. On quitte la haute sphère. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt.